Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Il y a quelques semaines, l'Association des femmes marocaines pour la recherche et le développement, en collaboration avec l'OMVH, l'Organisation marocaine des droits de l'homme, et le soutien de la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung, ont rendu public les résultats d'une enquête, un sondage d'opinion sur les discriminations de genre en matière de succession et les possibilités d'une réforme à la lumière des mutations sociales. Des résultats qui inquiètent, qui interpellent, puisque sur la base d'un échantillon de 600 femmes et 600 hommes, 82% des sondés se sont déclarés pour le maintien du ta'assib, une règle selon laquelle un homme a une part équivalente à celle de deux femmes et une femme ne peut hériter son homme. Une attitude justifiée par des considérations religieuses, puisqu'une majeure partie de l'opinion publique considère la question de l'héritage comme une ligne rouge, un tabou, puisque les règles en la matière auraient été dictées par le Coran. Les lois sur l'héritage en islam ont été établies il y a 14 siècles. Aujourd'hui, de nombreuses fois de féministes et de militants des droits de l'homme s'élèvent pour dénoncer et appeler à l'abrogation urgente et impérative du ta'assib, responsable de véritables drames sociaux et de discriminations inacceptables au XXIe siècle, au vu des transformations des sociétés depuis 1400 ans et les changements radicaux de la situation des femmes qui sont aujourd'hui chefs de foyer au même titre que les hommes. Parmi ces voix, celle de la sociologue, écrivaine et militante de la première heure, Soumaïa Naaman Guessous, qui nous fait le grand plaisir et honneur d'être sur notre plateau ce soir. Madame Naaman Guessous, bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors pour commencer, Madame Guessous, je sais que vous avez beaucoup écrit sur ce sujet et que vous êtes très engagée dans ce sujet. Je vais vous demander de nous expliquer en quoi consiste exactement le système successoral appelé ta'assib, parce qu'il y a beaucoup de confusion, d'amalgame et d'incompréhension. Oui. Alors ta'assib vient de asb, qui veut dire un nerf viril. Et selon le principe de ta'assib, une femme ne peut pas hériter seule, quelle que soit sa condition. C'est-à-dire, si un couple a par exemple 2 filles, une fille, ou même 20 filles, si le père décède, les filles ne peuvent pas hériter sans que leur oncle hérite avec eux. C'est-à-dire qu'avec les orphelines, il faut absolument mettre un mâle parent par le père. Donc c'est d'abord les oncles paternels, sinon c'est les cousins paternels, sinon c'est les fils des frères du père. On est toujours dans la lignée par le père. Si c'est la mère, l'épouse qui décède, c'est la même chose. Elle n'a pas eu de garçon, ça va être ses frères. Si elle n'a pas de frères, ça va être les oncles. Si elle n'a pas les oncles, ça va être les cousins. Ça va être les neveux. Et on va aller chercher. Des inconnus que les filles, ou bien que la veuve n'a jamais vu ni connu, qui viennent demander leur dû. Exactement. Et il y a des abus, parce que les gens, quand on parle d'héritage, n'imaginent pas qu'est-ce qu'il y a comme abus. Parce que quand on dit ta'assib, ça veut dire, par exemple, si une femme décède et qu'elle n'a pas eu de garçon, ses frères vont venir avec ses sœurs. Les sœurs héritent, mais il faut le frère aussi. Ils vont venir hériter dans tous les biens qu'a laissé le défunt, y compris le contenu de la maison, y compris la voiture s'il a la voiture, le compte bancaire s'il a le compte bancaire. La majorité des Marocains n'ont pas de compte bancaire, n'ont pas, on va dire, de voiture. Mais le problème, c'est que l'intimité du couple va être complètement violée. Et imaginez, par exemple, l'homme qui perd sa femme ou la femme qui vient de perdre son mari. Et vous allez avoir des héritiers, les radijou asmo, qui vont arriver dans la maison en conquérant. Hein, et parfois, ils vont demander la clé de la chambre à coucher. Parfois, ils vont chercher dans les casseroles. Et ils héritent même de la casserole. Même de la casserole. Si cette casserole n'est pas... Si le mari, donc le veuve ou la veuve, ne peuvent pas prouver que la casserole ou le tapis leur appartient. Vous avez, vous citez dans vos chroniques et dans votre travail des témoignages qui sont vraiment poignants, de véritables tragédies, de personnes qui se sont retrouvées à la rue. Exact. Et bien sûr que jusqu'aux vêtements, jusqu'au... Et c'est vraiment inacceptable. Alors pourquoi le débat autour de ce sujet est-il toujours considéré comme un tabou dans une société qui se considère comme moderne et moderniste, alors que dans de nombreux domaines, la législation a évolué sans problème, loin de ce qui est préconisé dans le Coran. Et vous citez des exemples comme la loi du talion, on ne coupe plus la main du voleur, ou encore pour le ramadan,
où les ulama disent qu'on peut rompre le jeûne quand on est en voyage. Alors, pourquoi, justement, quand on arrive à l'héritage, quand on arrive à la question de l'héritage des femmes et l'égalité, là, ça bloque. Oui. C'est-à-dire, le Coran a été révélé il y a quand même 14 siècles. Et la condition de la famille, la condition des couples, la condition, le profil des femmes a énormément changé. Une métamorphose totale. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des pratiques qui ne sont plus adaptées au mode de vie actuel. Ok, donc il faut le jtihad. L'islam est une religion quand même d'ouverture, de tolérance, et il faut pouvoir continuer dans le jtihad. Or, nous avons des religieux qui sont complètement fermés, obscurantisme, et qui refusent le jtihad quand les intérêts, certains intérêts, notamment des hommes, sont touchés. Oui. Il y a eu le jtihad, comme vous l'avez très bien dit, par rapport, par exemple, le fait de ne pas jeûner ou de jeûner quand on est en voyage à la safar, etc. Aujourd'hui, comme vous le dites, on ne coupe plus la main du voleur, mais bon, il n'y a plus la loi du talion, etc. Mais dès que vous parlez de l'héritage, automatiquement, on vous sort, on vous dit haram, on n'a pas le droit de toucher au Coran. Pourtant, il y a eu des choses qui ont été... On est dans un pays ouvert, on n'impose pas le voile aux femmes, alors que, bon, on peut dire que le voile a été... Certains l'interprètent. Si on veut aller dans une lecture... superficielle et basique du Coran, on peut. C'est ce que font d'autres pays, mais nous, on n'a pas ce problème. Il y a aussi le fait, pour répondre à votre question, que les gens ne savent pas. Quand vous parlez d'héritage, les gens ont l'impression qu'on s'adresse seulement à un patrimoine de riches. Mais moi, je dis, c'est pas un problème. Les riches arrivent toujours à s'en sortir. Ils ont les moyens d'avoir des avocats. Il y a un patrimoine. Il en reste toujours un petit peu. Le plus grand problème est relative aux femmes rurales, aux familles, pas seulement les femmes. Les familles rurales, il est relatif au type de partage et aux abus qui s'exercent sur les familles au nom de Dieu. C'est ça qui est important. Les gens ne savent pas. Quand vous dites héritage, on pense tout de suite que vous voulez avoir l'égalité avec les hommes. Aujourd'hui, peut-être que le débat doit être lancé sur cette égalité. Nous payons nos impôts au même titre que les hommes. Je veux dire qu'aujourd'hui, même la Constitution, toutes les conventions que le Maroc, internationales, que le Maroc a ratifiées vont dans le sens de l'égalité, de la justice, de l'équité. Or, il arrive toujours, je dirais, quand il y a un partage d'héritage, très très souvent, dans le cas de Tassib, le veuf subit des préjudices énormes, mais surtout les femmes. Et vous l'avez dit, le simple exemple que je peux donner, quand une personne meurt, par exemple, sans avoir laissé des garçons, les héritiers demandent leur part dans la maison. Mais les gens n'ont pas toujours cet argent liquide. Ils passent par le tribunal qui ordonne la vente de la maison. L'huissier vient mettre à la porte le veuf ou la veuve avec les orphelines pour que chacun des héritiers prenne leur part d'héritage. Et c'est quand même le quart. Si votre maison coûte 1 million de dirhams, c'est 250 000 dirhams à donner aux héritiers. Qui a cet argent? Pire que ça, parfois vous avez des gens qui vivent dans la maison en attendant qu'elle soit vendue. Ils sont obligés de payer un loyer aux héritiers. Il y a de ces abus extraordinaires. Et pour revenir à votre question, si les gens sont contre la réforme ou l'abrogation de Tassib, c'est parce qu'ils sont très mal informés, premièrement, et il y a un pseudo-discours religieux. Je dis bien un pseudo, parce qu'il est loin des fondements de la religion, qui vous dit que haram, que la personne, si elle ne prend pas sa part d'héritage, elle commet un péché. Mais on ne dit pas qu'elle commet un péché quand elle met des gens à la rue et quand elles sont de cette façon-là inhumaines avec ceux avec lesquels ils héritent. Et c'est un discours qu'il faut que les femmes, surtout les femmes dans le monde rural ou analphabètes, comprennent. Parce que c'est elles qui sont manipulées au nom de la religion, au nom de Dieu. C'est des femmes en détresse, c'est des femmes précaires. Pas seulement les rurales. Pas seulement. Même dans les villes, Même des femmes hautement diplômées. Moi, je me suis vue refuser dans un des clubs Rotary. Je me suis fait refuser ma demande de donner une conférence pour informer. Et quand je dis club Rotary, on est quand même avec la crème, entre guillemets, intellectuelle. Donc ce n'est pas seulement les femmes qui n'ont pas fait d'études, qui sont rurales, qui sont contre. Donc on est en pleine schizophrénie, mais il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, et comme vous l'avez dit, deux poids, deux mesures. Et les gens aujourd'hui, de nombreuses familles ont recours ils essaient un petit peu de contourner la loi parce qu'ils ont peur quand ils ont des filles ou quand ils n'ont pas d'enfants, que la femme se retrouve sans rien. Et
et les responsables le savent, et les législateurs le savent. Tout à fait. Donc jusqu'à quand on peut aller dans cette hypocrisie? Et de plus en plus de personnes sont... Enfin, c'est valable pour les gens aussi, pour les enfants de kafala. Oui. C'est la même chose aussi. Oui. Et il y en Oui. a aussi de plus en plus. Et ces gens font des donations de leur vie ou bien des ventes qui coûtent cher parce que les frais de vente ou ça revient cher. Donc c'est aussi le rôle principalement du législateur, mais aussi qu'il doit être appuyé par les ulama éclairés. Oui. On devrait avoir un dialogue serein, ce qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, vous parlez de tassib ou de l'héritage, on vous traite tout de suite de kafira. J'ai été la première à en parler en 94 dans un article et vous pouvez pas savoir ce qu'on m'a collé comme titre de kafira, etc. Mais entre 1994 et aujourd'hui, quand même, le Maroc a beaucoup évolué. Oui. Le statut de la femme a évolué. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui vous sortent la religion, qui sont très très pieux, obscurantistes parfois, ils acceptent l'argent de l'épouse. Pourtant, le Coran est clair et net sur les questions-là. C'est pas le fiqh, c'est pas la jurisprudence. Et peut-être, je viens de... Non, en parlant avec vous, je viens de penser à quelque chose. Peut-être même que là, il y a des résistances, le bouclier, ils sortent le bouclier beaucoup plus que pour la polygamie. Parce que pour la polygamie, ça n'a pas été réglé. Mais à un certain moment, il y a certains changements, comme l'histoire du consentement, qui est encore plus dégradante à mon sens, parce que comment une femme peut consentir, dire d'accord, je t'autorise à... Mais là, quand il s'agit de l'héritage, c'est le tabou des tabous. Ça bloque complètement. Ça bloque parce qu'il s'agit de propriété, c'est l'argent, c'est l'héritage. Oui. Au départ, ça a été fait d'abord parce qu'il fallait protéger la source de la vie des familles, qui est la terre. En fait, c'est ça, il y a 14 siècles. En fait, la terre, les patrimoines étaient constitués essentiellement de terrain, et la terre, c'est le moyen de subsistance. Mais le Coran dit aussi que c'est l'homme qui doit entretenir non seulement son épouse, mais également ses sœurs, toutes les femmes de l'Ummah, de la communauté, de la tribu. Oui. Hein, il y a une obligation. Donc il y a un équilibre dont la logique pouvait être justifiée il y a 14 siècles. Oui. Voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a de plus en plus de femmes chefs de famille, et puis qui prennent en charge toute la famille. Il y a un foyer sur 6 au Maroc qui est entretenu exclusivement par des femmes, ce qui fait quand même 5 millions de Marocains qui aujourd'hui ne mangent que par le fruit de labeur d'une femme. Plus toutes ces épouses qui travaillent, qui sont déclarées en tant que personnes qui travaillent, et celles qui travaillent dans le secteur informel. Oui, qui ne sont pas comptabilisées. Alors nous avons tous suivi un petit peu le combat des soulaliettes, qui dure encore, parce que le problème n'a pas été réglé, contrairement à ce qu'on a pensé, il y a eu des lois, et là, c'est beaucoup plus grave, parce qu'on est dans un cas de figure où l'urf, les us et les coutumes, sont plus forts même que le Coran et que les lois, parce que les femmes n'arrêtent pas du tout. Là, il n'y a plus ni la moitié, ni le quart, mais c'est des femmes qui vivaient sur ces terres, et puis qui travaillaient ces terres toute leur vie. Et puis, avec justement l'évolution et l'urbanisation, ces terres ont été cédées, les hommes ont eu leur part. Il y en a qui se sont enrichis, beaucoup ont pris une deuxième épouse. Et c'est ça, parce que moi j'ai vu sur le terrain, et les femmes aussi se sont retrouvées, que ce soit pour les terres cultivées, que ce soit pour les pâturages aussi. C'est pire dans le... Là, vous parlez d'Aradi Djmoua, c'est-à-dire des terrains qui ont appartenu à toute une tribu. Et c'est vrai que pendant des siècles et des siècles, les femmes n'héritaient pas de ces terres. Les femmes n'héritaient pas. Mais elles vivaient. Elles vivaient dedans, effectivement. Mais quand elles n'étaient plus protégées par le père ou l'époux, elles pouvaient être exclues par les héritiers mâles de ces terres. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'actuellement, il y a eu des avancées grâce à la mobilisation de la société civile. Vous avez, par exemple, le ministère de l'Intérieur fait un travail fabuleux. Par exemple, dans la région de Mehdia, les femmes ont pu obtenir la même part que les hommes. Et ça a fait... Nous avons espéré que ça va faire jurisprudence, qu'il va y avoir l'exemple qui va être adopté ailleurs. Mais malheureusement, à ma connaissance, jusqu'à ce jour, ça s'est arrêté. Seulement, à Mehdia, donc les femmes ont eu la même part que les hommes. Dans d'autres régions du Maroc, le ministère de l'Intérieur est en train de faire un travail fabuleux pour répertorier tous ces terrains, etc.
et pour que les femmes obtiennent leur part d'héritage. Malheureusement, elles obtiennent la moitié de la part de l'homme. Oui, donc oui, Ahmadiyya, parce que ces femmes étaient pionnières, parce que c'était le mouvement est parti de là, mais dans les régions montagneuses, les régions d'Azro et tout ça, il y a encore le problème demeure. Et elles ont gagné des combats, mais pas la guerre, et ça continue. Alors dernièrement, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Madame El Nabouayesh, a plaidé elle aussi, et bien sûr, pour l'ouverture d'un débat autour de la question de la réforme du droit sur l'héritage. Êtes-vous optimiste pour l'avenir? Pensez-vous qu'on est prêt, que la société est prête pour parler ouvertement, sans tabou, sans complexe? Je pense que ça se fera d'abord grâce à ces associations, à la société civile. Ça se fera aussi grâce à toutes ces femmes, ces jeunes filles. Vous savez, la population marocaine est très très jeune. Oui. Et toutes ces filles qui sont aujourd'hui en train d'être dans la formation, dans la scolarité, qui travaillent très souvent pour le père, les frères, pour les époux, pour les fils, je ne pense pas qu'elles se laisseront faire dans les années à venir. Je reste quand même assez optimiste. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que nos politiques et nos institutionnels, il faudrait qu'ils s'impliquent un petit peu plus. Parce qu'on les entend dans les salons. Comment ils sont progressistes, comment ils défendent l'égalité successorale, etc. Mais quand ils sont dans un siège de responsabilité, là, leur discours se métamorphose. Nous avons besoin de courage, nous avons besoin d'audace, nous avons besoin de politiques qui soient francs et ouverts et qui ne soient pas dans cette politique, dans cette politique hypocrite. Oui. Je reste je dis que ça va changer très très rapidement dans les 2 décennies à venir. J'espère ne pas me tromper. On l'espère, d'autant plus que ça s'est fait dans d'autres pays musulmans qui ne sont pas loin de nous, au Maghreb, en Tunisie, et c'est passé... Alors, en Tunisie, selon les informations qu'on m'a données il y a quelques années, la maison du couple n'entre pas dans l'héritage des Ania des Assab. La maison du couple appartient aux défunts, aux veuves ou à la veuve et aux orphelines. C'est déjà, pas protection, mal. Ouais, c'est déjà une protection. Non, il y a du ijtihad. On peut, tout en restant dans l'orthodoxie musulmane, on peut trouver des solutions. Moi je me pose la question, comment un juge, qu'il soit homme ou femme, comment il peut ordonner la vente d'un domicile, un foyer, tout en sachant qu'on va mettre le veuf ou la veuve et les orphelines hors du foyer. Je veux dire, c'est contre tout, c'est contre la morale, c'est contre tout ce qui est humain, c'est contre la religion. Et ça, il faudrait d'abord informer les gens, et on ne les informe pas. Les gens, c'est-à-dire l'opinion publique prend position contre toute réforme sans être informée des dégâts. C'est tout de suite, c'est des féministes, d'Asrin, qui en veulent aux privilèges des hommes, etc., sans que vraiment qu'il y ait une étude sur place. On devrait avoir une étude sur le terrain. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par un collectif que j'ai réalisé moi-même avec Dr Gsous Chakib pour un plaidoyer à ce niveau-là. On attend qu'il y ait une suite. Le Covid a ralenti pas mal de choses, mais on a besoin d'études faites par des spécialistes sur le terrain pour pouvoir estimer l'ampleur des dégâts. Et là, on peut partir avec des arguments solides. On a aussi besoin des ulama, comme on l'a dit, éclairés. Le Maroc est un exemple de cet islam modéré. Exact. Et comme il prêche et il explique les fondements de l'islam pour les messages de tolérance avec tout ce qui se passe entre l'Occident et entre le monde islamique, ils peuvent aussi s'engager sur ce dossier-là pour la justice et pour la dignité de ces femmes. Exact. Parce que beaucoup se retrouvent à la rue, voire elles peuvent aussi déraper quand elles sont jeunes, sans protection, se retrouvent dans la rue. Complètement. Donc les législateurs, les politiques, les hommes de religion. Oui. Et là, nous n'avons vu que Tasseb. Si vous vouliez que l'on parle des dégâts de l'héritage de façon générale sur les familles et sur les femmes, ça, il faudrait 2 autres ou 4, je dirais peut-être 5 émissions pour en parler. Merci beaucoup, Madame Soumaya Naaman Ghessous, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. J'espère recevoir une autre fois pour parler d'autres sujets sociologiques. Je sais que vous êtes très active et vous êtes sociologue, universitaire et écrivaine. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.